Oui, bonjour. Donc, bienvenue à cette séance pour apprendre les premières balises HTML. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est toutes les balises en fait HTML qu'on voit dans le cours de la semaine 2 qui concerne la théorie sur le HTML. Donc, tout d'abord, sur mon bureau, j'ai un répertoire automne 2014 dans lequel j'ai déjà une image BMP, un son, en fait, une musique, puis une chanson, en fait, puis une vidéo. Ce que je vais faire, je vais ouvrir Notepad++ pour débuter. Donc, ici, Notepad++. Une fois ouvert, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier HTML. Donc, comme on a vu dans la première vidéo, je viens chercher ici le H pour HTML et je vais venir enregistrer cette vidéo, enregistrer sous automne 2014. Donc, automne 2014, je vais l'appeler index.html. Enregistrer. Donc, tout d'abord, la base d'un fichier HTML, on doit ajouter la doctype. Et moi, j'utilise la doctype et vous allez également utiliser la doctype HTML. On va supprimer tout de suite la fermeture de doctype puisque ça n'existe pas. Qui me permet en fait cette doctype-là d'utiliser le HTML5, la version la plus récente d'HTML. Ensuite de ça, je vais prendre ma première balise HTML qui est ma balise racine, dans laquelle je vais mettre la balise head et dans laquelle je vais mettre la balise title avec mon titre pour ma première page. Ce titre-là qui va apparaître en fait au niveau de l'onglet du navigateur. Nous autres, on va travailler avec Firefox. Je vais aussi rajouter la balise auto-fermante meta charge set dans lequel je vais mettre la valeur UTF-8, UTF-8, comme ceci. Une balise auto-fermante. Là, je me rends compte que mes préférences sont pas tout à fait correctes. Dans autocomplétion, je vais rajouter accolade, crochet, parenthèse et guillemets fermés. Donc, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter ma balise body. Bon, dans lequel on met du contenu, par exemple. Ici, c'est la base, en fait, d'un fichier HTML. Si j'exécute ça ici, dans Firefox, on va voir que j'ai mon titre qui apparaît ici et le contenu dans le body. Le body qui est vraiment là, tout le navigateur web ici, là, toute la page web. Donc, je vais fermer... en fait, je vais la laisser ouverte. Je vais juste l'actualiser à toutes les fois que je vais faire une modification. Donc, pour débuter, les premières balises, on peut voir que... Pardon. Une balise strong est une balise, en fait, qui permet de mettre en valeur du texte. Généralement, les navigateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre en gras. Texte mis en valeur. De façon générale, par défaut, il est en gras, mais ça ne veut pas dire que ce serait ça. C'est surtout le strong permet de mettre en valeur. Donc, si j'enregistre ça ici et que je viens faire un actualisé, on se rend compte que j'ai du texte qui a été mis en gras, mais qui a été mis en valeur surtout. Ensuite, si j'essaie le EM, c'est encore une fois mettre en valeur, mais de façon un peu moindre. Donc, texte mis un peu en valeur, que je veux dire un peu en valeur, et que j'enregistre, on va voir ici que j'ai du texte mis en italique. Par défaut, les navigateurs, généralement, ce qu'ils vont faire avec la balise EM, c'est qu'ils vont mettre le texte en italique. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un nouveau navigateur qui se crée, que le EM, il va le traduire en italique. C'est la valeur la plus habituelle là, par défaut. Mais ça veut surtout dire strong, une mise en valeur, puis EM, une mise en valeur un peu moindre. Et il y a également la balise mark. Mark qui permet de surligner un texte. Surligner un texte. Je l'enregistre. On va voir ici que si j'actualise, j'ai un texte surligné en jaune. Par défaut, les navigateurs vont généralement le surligner en jaune, mais encore une fois, ça se pourrait qu'il y ait un navigateur qui, lui, décide de pouvoir le mettre en surligné, en vert, quoi que ce soit. Mais généralement, le strong va mettre en gras, le EM en italique et le mark en surligné en jaune. Toutes ces valeurs-là ici, quand on dit en gras, en italique ou en surligné, on va voir lors de la semaine 3, quand on va voir le CSS, qu'on pourrait faire en sorte que nos balises strong, on le mette en gras italique ou le mark surligné en vert par nous-mêmes, par la feuille de style, une feuille de style CSS. On va voir ça à la 3e semaine.
Donc, ici, j'ai toutes les différentes valeurs. On voit que la balise strong, EM et mark vient se traduire ici. On voit que tout est sur une seule ligne. La balise qui existe pour pouvoir faire un saut de ligne est la balise BR. La balise BR, de même, qui est une balise auto-fermante, donc c'est nous autres mêmes qui referme en mettant un slash à la fin, va me permettre de pouvoir créer un saut de ligne. Donc si j'enregistre ma BR ici, mes deux fois, quand j'enregistre, je fais toujours des CTRL S. En fait, là, vous ne voyez pas faire fichier enregistré, c'est que je fais toujours un CTRL S, raccourci clavier. On se rend compte que mon BR vient me faire ici un saut de ligne, comme ceci. Ensuite de ça, ce qu'on va voir, ça c'est déjà une mise en matière en fait là, pour le HTML pour les petites balises simples. On peut voir aussi qu'on peut mettre des balises imbriquées. Je peux mettre exemple une balise strong, pardon pas string mais strong, dans laquelle je vais mettre une balise EM et exemple une balise même mark, comme ceci, et je vais rajouter du texte ici. On va se rendre compte que puisque j'ai trois balises imbriquées, j'ai une valeur mise en gras, italique et surlignée en jaune. La façon de faire quand une balise est ouverte, c'est elle qui doit se fermer par après, la EM ensuite et la marque ensuite, tout doit être imbriqué. Je ne pourrais pas retrouver la fermeture de marque ici par exemple. Il faut vraiment que ça suive l'ordre qui est ouvert. Si strong est ouverte en premier, c'est elle qui doit être ouverte fermée en dernier. EM par la suite et marque par la suite. Comme des poupées russes en fait, là, une dans l'autre. Comme ceci, ou encore comme en mathématiques, quand on fait des formules mathématiques, la première parenthèse qui est ouverte, c'est toujours la dernière qui va être fermée également. C'est la même chose pour les balises. Donc ici, on a des exemples avec strong, EM et mark. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une liste ordonnée et une liste non ordonnée. En fait, une liste non ordonnée, ça va être elle qu'on va commencer, qui est avec la balise UL, unorganized list, donc liste non ordonnée. UL me permet tout simplement de me créer une liste. Si je viens faire une actualisation ici, on voit que j'ai absolument rien qui vient de s'ajouter. Ça me dit que je peux me créer une liste non ordonnée. Il faut falloir que je rajoute des balises LI à l'intérieur pour éléments de la liste, liste item. Alors si je rajoute ici par exemple un élément 1, élément 1, pardon, et ensuite de ça, si je rajoute un autre liste item avec élément 2, et finalement un dernier list item élément 3 et que j'enregistre, on va voir dans le navigateur comment ça va se traduire. Ça se traduit par une liste à puce, dans le fond une liste non ordonnée. Si j'aurais voulu faire une liste ordonnée, j'aurais utilisé la balise OL au lieu de UL, mais tous les éléments de la liste restent des éléments avec la balise LI. Donc O pour Organized List, liste ordonnée. À ce moment-là, si j'enregistre ça ici, je vais avoir une liste à puce, une liste non ordonnée, suivie d'une liste ordonnée pour le O. Donc si je viens faire ça de même, on voit que j'ai les chiffres 1, 2, 3 qui viennent s'ajouter, j'ai une liste ordonnée. Donc, comme ceci, c'est la façon de faire des listes ordonnées et non ordonnées. Tout de suite, je vais vous montrer comment faire un commentaire au niveau de votre code HTML. C'est de cette façon qu'on fait un commentaire, en fait. Oups, pardon. Avec le point d'exclamation, tiret, tiret, et puis on ferme le commentaire avec tiret, tiret plus grand que. Donc, ici, je pourrais rajouter un commentaire me permettant de bien expliquer ce que je fais dans le code. Les commentaires généralement sont pour vous-même ou pour les prochains programmeurs qui vont travailler sur vos fichiers HTML ou que ce soit n'importe quel fichier que vous programmez. Tous les codes, tous les langages de programmation possèdent des commentaires au niveau de l'informatique pour pouvoir en fait guider les prochains développeurs ou même soi-même quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dans notre code pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc on se rend compte que si j'ai un commentaire, si je fais CTRL S puis je viens actualiser, on voit rien apparaître. Le commentaire est vraiment juste au niveau du code pour pouvoir nous permettre de comprendre ce qui se produit dans notre fichier HTML. Donc de cette façon-ci. Maintenant je vais vous montrer la balise P pour paragraphe. Donc si je me rajoute une balise P et que je lui rajoute un premier paragraphe par exemple, puis que je vais faire la même chose pour un second ou un deuxième paragraphe, si j'enregistre et je viens actualiser, on se rend compte que le paragraphe, la balise P, ce qu'elle permet de faire,
c'est de faire déjà un retour de chariot, là, un saut de ligne, comme le BR, de créer un paragraphe. Et quand je ferme le paragraphe, je l'ouvre un autre. Il permet de faire encore une fois sauter une première ligne et débuter un deuxième paragraphe par la suite. J'ai pas besoin de mettre de BR, il est déjà implicite au niveau de la balise P pour paragraphe. Maintenant, on va vous montrer les balises H1 à H6. Donc, H1. On va voir que H1, c'est pour un titre, là, un heading, un titre très important. En fait, c'est le titre le plus important possible. Un peu comme les titres 1, 2, 3, en fait, qui existent au niveau de Word. Ici, on a les H1 à 6 qui existent. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, pardon. 6 de cette façon-ci. Et si je viens également les fermer ici, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, le 1, c'est le plus important. Le 2, c'est un titre un peu moins important. Dans le fond, on va dire un titre important. Le 3 est encore un peu moins important que l'autre au-dessus. Ensuite de ça, on a le 4 qui est bon, vraiment moins important. Un peu important, on va marquer moins important. Ici, le H5 qui est un peu moins important. Puis le H6 finalement, là, qui est vraiment moins important. Là. Donc, vraiment moins important. On va voir comment ça se traduit au niveau du navigateur. Si je viens actualiser, on voit que le H1, c'est vraiment un titre qui est le plus gros de tous. Et que le H6, dans le fond, c'est le titre qui est le plus petit, le moins visible de tous. Donc, c'est les 6 titres possibles à faire avec les balises H1 à H6 pour le heading. Donc, ensuite, ce que je vais vous montrer, comment faire un lien avec la balise A href. Donc, pour pouvoir créer un lien, en fait, on fait la balise A comme ça, dans laquelle on va ajouter l'attribut href. Et là, à ce moment-là, je pourrais me créer un lien vers http, par exemple, google.ca, de cette façon-ci. Et je pourrais rajouter ici, en fait, le texte de mon lien. Donc, le texte qui représente mon lien. Si je viens enregistrer ceci et que je viens actualiser, on se rend compte ici que j'ai un texte qui représente le lien, donc qui est la valeur de l'élément ici. Et en cliquant dessus, on voit que ici j'ai mis un lien vers Google, on voit apparaître ici en bas le lien vers Google, et en cliquant, ça va me rediriger vers Google. Donc ça, c'est la façon de pouvoir faire un lien externe. On peut également faire un lien vers une autre page web. Donc si je viens ici faire un fichier nouveau, puis que je vais me créer en fait là un autre fichier HTML que je vais enregistrer sous le nom de page 2 HTML, comme ceci. Puis je vais venir mettre dans la page 2 uniquement un lien vers ma page 1, donc qui s'appelle index.html. Sans compte, je peux venir faire ici un index.html, comme ceci. Donc, retour vers l'index. Retour vers l'index. Oups, l'index comme ceci. J'enregistre. Et puis, à l'index, je pourrais me faire un lien. Ici. Dans lequel je vais rajouter un saut de ligne entre les deux. Un lien vers page2.html. Que je vais appeler un lien vers la page 2. Un lien vers page 2, comme ceci. Donc, si j'enregistre, on se rend compte qu'ici, j'ai un lien vers un site web. Ici, j'ai un lien vers un fichier interne, en fait, un fichier qui est présent à même le répertoire que je travaille, donc mon répertoire de travail. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de mettre de lien, on va voir le tantôt, là, de lien pour dire qu'il se trouve dans tel dossier ou tel endroit de mon ordinateur. Donc, si j'enregistre le tout et que je viens ici actualiser, un lien vers page 2 va m'envoyer vers la page 2.html et retour vers l'index va me renvoyer vers index.html. Bon, maintenant, si ma page 2.html serait trouvée dans un dossier interne, donc je vais l'appeler uniquement dossier, comme ceci, et je vais déplacer la page 2 dans le dossier. Là, on se rend compte
Bon, de un qui est plus présent, ça c'est bien sûr, donc je vais le fermer ici. Je vais venir le rouvrir parce que je sais qu'il se situe dans le dossier, comme ceci. Donc, on se rend compte que si je viens ici actualiser, que je fais un lien, le lien, j'ai une erreur. Une erreur pourquoi? Parce qu'il n'est plus capable de retrouver page2.html présent à même le dossier, ici. Donc, je dois y indiquer qu'il se retrouve à partir de l'endroit où je travaille, donc index.html, à l'intérieur du dossier, qui se nomme dossier, pour pouvoir aller récupérer la page 2.html. La façon de faire ça, il y a deux façons de faire. Je peux tout simplement écrire dossier de cette façon, slash page 2.html. À ce moment-là, si j'enregistre, on va se rendre compte, en actualisant, que je vais me retrouver vers retour vers l'index. Et si je cliquerais sur retour vers l'index, ça ne fonctionnerait pas non plus parce que lui, il s'attend actuellement à ce que index.html soit dans le même répertoire. Donc, ce serait une première façon de faire. Une autre façon de faire aussi, c'est de faire point slash. Le point veut dire à partir de l'endroit où je me retrouve, va récupérer le dossier, le répertoire qui se nomme dossier, et en dedans va récupérer la page 2.html. Si j'enregistre ça, ça va fonctionner également. Maintenant, pour que ce lien-là ici vers l'index HTML puisse fonctionner, ce que je vais utiliser le point slash. Tantôt, on voyait que le point dit à partir d'où je me retrouve va récupérer le répertoire dossier. Ici, le point veut dire retourne vers le répertoire parent. Donc, si j'enregistre, le point, donc ce qu'il vient venir faire, c'est qu'il se retrouve ici dans le dossier, et en faisant point, il dit va-t'en dans mon répertoire parent. Le répertoire parent qui est automne 2014, et le répertoire parent retrouve index.html. Donc, si j'enregistre ça ici et que j'actualise, on va se rendre compte que j'ai un lien vers page 2.html, et quand cliquant sur retour vers l'index, je vais retourner vraiment sur index.html. Le pourquoi ça fonctionne, c'est ici mon point qui me permet de dire retourne vers le répertoire parent, récupérer index.html, et pourquoi celui-ci, s'il fonctionne, c'est à partir de mon répertoire de travail, va récupérer le répertoire du nom de dossier et la page 2.html qui s'y trouve. Donc ça, c'est la façon de créer un lien. Exactement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter une image, en fait, dans un fichier HTML. Donc, pour pouvoir ajouter une image, ça va être avec la balise IMG. Ça sera pas bien là, je suis en train de me situer de l'autre côté. Donc, c'est avec la balise IMG que je peux finalement ajouter une image. Donc, IMG de cette façon-ci, dans lequel je vais rajouter l'attribut SRC pour la source. Et la source, en fait, qui se nomme ici bateau.bmp. J'ai déjà rajouté une image ici. Donc, bateau.bmp de cette façon-ci. Et je vais également renseigner la balise ALT pour un alternatif, en fait, que je vais appeler bateau. Je vais tout de suite vous montrer ce que crée l'alternatif. La balise image est une balise auto-fermante, donc je vais la fermer immédiatement. Si j'essaierai de récupérer bateau avec un X, supposons .bmp, on va se rendre compte qu'il n'existe pas ici dans mon répertoire de travail. Donc, il sera prêt de le récupérer. Donc, si je viens ici actualiser ma page, bateau va apparaître. Bateau qui est l'alternatif ici. Je veux que ça apparaisse si l'image n'est pas capable d'être téléchargée. Par contre, si c'est en mesure d'être téléchargé, l'alternatif ne sera pas affiché et on va retrouver l'image d'affiché. Je vais rajouter ici une balise BR pour faire un saut de ligne, comme ceci. Oups, pas VR. On n'est pas dans les véhicules réiteratifs, mais vraiment dans les sauts de ligne. Donc, si je viens actualiser ici, je me rends compte que mon image vient s'ajouter ici, en dessous. Un autre attribut intéressant est title. Title dans lequel je peux rajouter finalement de l'information pour une infobulle. Donc, si je rajoute l'information pour infobulle, comme ceci dans title, et je viens actualiser, ce que ça va venir faire, c'est lorsque je vais venir mettre mon curseur sur l'image, infobulle va apparaître pour le title. Donc, comme ceci. Pour ce qui est de la source, en fait, du bateau, s'il serait retrouvé à l'intérieur du dossier, ça a été le même principe qu'ici. Si je viens mettre bateau ici dans dossier, pour pouvoir la récupérer, je vais venir faire un point slash dossier slash bateau.bmp. À ce moment-là, si j'actualise, elle va toujours être visible
Pourquoi? Parce que là, je suis en train de lui donner son chemin relatif d'où c'est qu'il se trouve. À partir de mon répertoire, on va récupérer le répertoire du nom de dossier, bateau.bmp. Et la même chose, si elle était dans un répertoire parent, j'aurais dû faire // bateau.bmp. Pour l'instant, je vais venir la couper, coller pour la ramener dans le même répertoire de travail. Et je vais venir supprimer ce chemin relatif là pour que ça puisse continuer à fonctionner. Donc si j'actualise F5, l'image est toujours présente. Maintenant, une autre balise qui existe avec le HTML5, qui a vu le jour d'ailleurs avec le HTML5, c'est la balise figure. Donc figure dans laquelle je peux rajouter ici mon image. Puis figure, ce qui me permet de faire, c'est me permet d'ajouter une fig caption en fait là. Donc fig caption qui le fig caption en fait qui se retrouve à être la légende de la photo. Donc ici si je rajoute exemple le bateau de croisière comme ceci et que j'enregistre et que je vais actualiser, on va se rendre compte que j'ai le bateau de croisière qui apparaît pour mon image. Et également, ce que je peux faire avec Figure, je pourrais rajouter plusieurs images qui posséderaient toutes la même légende. Oups! Donc, si je viens faire CTRL-C, CTRL-V à 2 reprises et que j'actualise, on va se rendre compte que j'ai toutes mes images qui ont apparu. Je vais y mettre un à dessus de l'autre parce que j'ai pas assez large l'écran, mais en temps normal, je devrais les mettre une à côté de l'autre comme ceci. Avec ici ma légende qui se retrouve en dessous. Donc, ça, c'est la façon de pouvoir ajouter une image. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajouter un fichier audio. Pour pouvoir ajouter un fichier audio, c'est avec la balise audio qu'on doit mettre dans un paragraphe. Donc, ici dans un paragraphe, je vais rajouter la balise audio avec l'attribut controls qui va être informé avec la valeur controls, comme ceci. Ensuite de ça, je vais informer également la balise src avec la valeur de ici mon test de musique test.mp3. Donc test.mp3. Et je vais rajouter également le type pour pouvoir y indiquer que c'est un type audio MP3. Comme ceci. Audio est une balise auto-fermante, donc je rajoute mon slash et je ferme ma balise, comme ceci. Et si j'enregistre le tout et que je viens actualiser ici, on va se rendre compte que là, j'ai mon image qui commence avec ma bonne vieille tune d'Elton John qui partirait. Donc c'est la façon de rajouter un fichier audio au niveau d'un fichier HTML. Donc là, je vais faire une pause pour que vous m'écoutiez moi et non pas la musique. Donc il y a d'autres attributs aussi qui peuvent s'ajouter ici au niveau de audio pour modifier, exemple, la largeur ici de la bande, pour pouvoir faire en sorte que la musique joue toujours en boucle dans le site web, dans la page web. Un autre attribut aussi pour pouvoir faire en sorte qu'elle joue directement au téléchargement. En fait, tous ces attributs-là sont présents au niveau du fichier de cours, donc je vais vous laisser les regarder et vous amuser avec. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter, en fait, avant de vous montrer comment rajouter une vidéo, je vais juste vous indiquer aussi que ce qui est intéressant, c'est avec l'audio, je pourrais tout simplement rajouter une balise, par exemple, audio, avec controls est égal à controls. Ça, cet attribut-là, en fait, il permet de vraiment venir afficher les contrôles là, de la bande de musique. Le SRC permet d'aller chercher la musique directement dans le répertoire. Encore une fois, si mon test.mp3 serait trouvé dans le dossier, j'aurais fait ./dossier/test.mp3 comme ceci. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux également faire en sorte que audio soit une balise qui se ferme de cette façon-ci et rajouter des sources. Pour la raison pour laquelle je ferais ça, c'est que je pourrais rajouter, exemple, une source vers ma musique de Elton John, qui est un test.mp3, comme ceci. Et je pourrais rajouter finalement, encore une fois, une source vers ma musique de Elton John, qui serait, exemple, un test. Un autre format de musique. Là. Je ne connais pas vraiment en fait le format de musique, donc je vais marquer tout simplement DDD. Et ce que ça ferait en sorte, c'est que le navigateur, quand il arriverait pour pouvoir lire le fichier audio, il vérifierait est-ce que je suis en mesure de lire
finalement la musique test.mp3. Oui, ok, c'est elle que je vais afficher. Sinon, est-ce que je suis en mesure de lire la musique test.ddd? Oui, c'est elle que je vais afficher. Donc, ça, puisque les navigateurs sont différents entre eux, ils ne gèrent pas les mêmes types de fichiers audio. On peut proposer plusieurs sources du fichier audio et le navigateur se chargera de récupérer celui pour lequel il reconnaît la lecture. C'est la façon de faire. Maintenant, pour pouvoir rajouter une vidéo, ce que je vais faire, je vais me rajouter encore une fois un paragraphe dans lequel je vais me rajouter cette fois-ci la balise vidéo. Donc, vidéo, avec une fois de plus la balise controls renseignée à controls, avec la source, donc src, qui va être égale ici à ma musique. Je me souviens plus c'est quoi le nom que j'ai donné. Vid.mp4, donc vid pour vidéo, vidéo.mp4, comme ceci. Je pourrais même rajouter un poster. Donc le poster, ça serait en fait l'image qui apparaîtrait avant le lancement de la vidéo. Ça pourrait être une séquence en fait dans la vidéo. Je vais rajouter en fait l'image du bateau, juste pour vous le montrer qu'il n'y a aucun lien avec la vidéo, mais quand même. Donc .bmp. Puis là, je pourrais aussi renseigner directement la largeur que je veux pour ma zone de vidéo. Je vais y mettre exemple un 600 pixels. De cette façon-ci, vidéo est également une balise auto-fermante. Donc, si j'enregistre tout ça et que je viens actualiser, on va se rendre compte que j'ai la vidéo qui est présente ici, sur laquelle je peux faire play et elle va afficher. Donc, on a vu qu'à la base, j'avais vraiment l'image qui apparaissait comme poster et en appuyant sur play, j'ai ma vidéo qui part en fait. Donc, c'est la façon d'ajouter une vidéo. Encore une fois, vidéo possède bien des attributs supplémentaires là, pour pouvoir modifier la hauteur, faire en sorte qu'il y ait boucle. Je vais vous laisser regarder les notes de cours pour pouvoir voir exactement tous les attributs qui s'ajoutent. Et je pourrais, encore une fois, comme audio avec vidéo, me créer tout simplement une balise vidéo avec un contrôle égal à la valeur controls pour pouvoir afficher les contrôles de vidéo, avec un poster qui serait égal, exemple, encore une fois, à mon bateau.bmp. Puis, à l'intérieur de cette balise-là, vidéo, je pourrais me rajouter encore une fois plusieurs sources. Donc, une première source, src est égal à, exemple, vid.mp4, mp4. Puis, je pourrais me rajouter également une deuxième vidéo, donc une source src égale exemple vid.avi cette fois-ci. Donc, en fait, c'est pour le même principe que l'audio. À ce moment-là, le navigateur, puisque tous les navigateurs sont différents, en fait, il va être capable d'aller récupérer le fichier vidéo qui, lui, est capable de reconnaître pour la lecture. Donc, c'est une autre façon de faire pour les vidéos. Pendant que j'y pense, je me suis rendu compte que j'ai oublié de l'information au niveau des liens. Donc, pour pouvoir créer des liens, en fait, j'ai oublié de vous informer quelques petites informations. Donc, exemple, pour comment rajouter un lien vers un encre dans la page, en fait. Ce que je pourrais faire, je vais vous le montrer. Ici, je pourrais me rajouter une information qui est un titre. Je sais que je saute un petit peu du coq à l'âne, là, mais c'est bien. Là, je veux juste compléter un peu ce qui est des liens. Je pourrais me rajouter un titre H2 avec un ID, un identifiant, qui serait égal, par exemple, à identifiant quelconque. Là, je vais l'appeler emplacement, pour un emplacement dans le site. Donc, mon emplacement, comme ceci. Et je pourrais ici, complètement en haut, dans ma page, me créer un lien. Donc, href, mon lien vers l'emplacement dans ma page. Donc, je vais faire dièse emplacement, comme ceci. On se rend compte qu'il est automatiquement vu. Puis, je vais rajouter un texte aller à l'emplacement. Ce que ça va faire, ça, en fait, là, si j'enregistre, puis je viens actualiser ici, en haut, j'ai un lien aller à l'emplacement. Et si je clique dessus, il va venir me diriger vers mon emplacement. Donc, c'est pour pouvoir avoir un lien directement dans la page. Donc, un lien directement dans la page, je me crée un identifiant pour un élément, pour une balise quelconque de ma page. Et pour pouvoir le retrouver, je crée un lien avec le dièse emplacement. Et ce que je pourrais même faire, si je suis dans une autre page, en fait, puis que je veux faire un lien vers un emplacement de la page,
ce que je vais venir faire, ça sera pas bien long, je suis en train de... ce que je vais venir faire, je vais venir rajouter un lien A avec href, et cette fois-ci, ce que je vais venir rajouter, c'est exactement le nom de ma page. Donc là, je me retrouve aller dans un fichier supérieur. Donc, point pour aller dans l'emplacement parent, .html. Ce que je vais venir faire, je vais me rajouter de même une dièse emplacement. Donc, ce que ceci indique, c'est va dans la page index.html et va te situer au niveau emplacement, la balise qui possède un ID emplacement au niveau de la page index.html. Donc, je vais l'appeler vers emplacement, comme ceci. Si j'enregistre et que je viens ici vers la page 2 et vers emplacement, il va venir se diriger directement sur mon emplacement, encore une fois. Donc, c'est la façon de faire un encre à partir de la même page ou à partir d'une autre page. Un autre point que je n'ai pas nommé tantôt, si vous auriez un fichier, par exemple, zippé, donc si je fais ici envoyer vers index vers dossier compressé, je vais avoir ici un fichier compressé qui s'appelle index.zip. Donc, pour le téléchargement, si je voudrais à partir de ma page aller télécharger index.zip, ce que je vais venir faire, je vais venir me rajouter par exemple ici un lien href égale index.zip, comme ceci. Donc, télécharger, j'enregistre. Donc, si je viens actualiser ici et que je clique sur télécharger, je vais être en mesure de pouvoir enregistrer mon fichier index.zip. Donc, c'est la façon de faire. Et ce que je peux faire également, finalement, pourquoi je voulais revenir, c'est pouvoir vous montrer comment créer un hyperlien sur une image. Donc, si je viens me rajouter ici mon image bateau, je peux rajouter ici un lien href vers, on va dire, Google, donc http google.ca, comme ceci. Et au lieu de mettre du texte pour mon hyperlien, je vais venir mettre une image. Donc, si j'enregistre ça ici et que je viens actualiser, on va se rendre compte que j'ai une image qui possède un hyperlien. Donc, en cliquant dessus, je me retrouve vers Google, comme ceci. Donc, maintenant, je vais poursuivre pour vous montrer le lien si vous désiriez. Je vais me rajouter un saut de chariot. Si vous désiriez faire un courriel, exemple, quand vous arrivez sur un site et vous avez un écrivez-nous, à ce moment-là, la façon de faire un lien, ce serait avec un A, toujours avec le href. Et cette fois-ci, dans l'attribut href, vous rajoutez un mail to, 2 points, puis là, vous rajoutez l'adresse à qui vous voulez écrire. Donc, exemple, François, A commercial, hotmail.com, comme ceci, avec écrivez-nous. C'est la façon de faire, en fait, pour pouvoir avoir un lien, pour pouvoir écrire directement à une personne pour un compte quelconque, là, pour son compte courriel, son adresse courriel. Donc, si je viens actualiser ici, je vais avoir un écrivez-nous. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on ait le client Outlook d'installer, sinon ils vont vous demander l'installation. Donc, comme ceci. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les tableaux. Donc, pour pouvoir créer un tableau dans une page web, je vais rajouter un autre, même 2 autres sauts de ligne. Pour pouvoir rajouter un tableau, en fait, c'est avec la balise table qui me permet de créer le tableau. Mais si je fais juste faire un table puis que je viens venir afficher ici, j'ai pas grand chose de créer pour l'instant. Les tables, en fait, lui, vont imbriquer différentes balises, dont la TR. La TR, en fait, elle permet de faire la table row, donc de créer la ligne dans un tableau. Puis ensuite de ça, je vais rajouter des TD pour les table data. En fait, le data cell, les valeurs présentes dans les cellules de la ligne. Donc, là, je pourrais me rajouter, exemple, 2 cellules. Donc, là, ce que je suis en train de faire, je me crée un tableau qui va posséder une ligne avec 2 cellules. Donc, cellule 1 et cellule 2, comme ceci.
Et si je viens actualiser, je vais venir me rendre compte que j'ai ici cellule 1, cellule 2 présentes pour un tableau. Si je veux vraiment venir le voir d'afficher, ce que je vais venir faire pour l'instant, je vais venir me rajouter ici une bordure border de 1. Ce que je dois vous annoncer tout de suite, c'est que vous allez devoir le faire, oui, sans doute pour votre TP2 et pour la deuxième semaine uniquement. À minute qu'on va voir le CSS, vous allez vous rendre compte que ça ici, ça relève en fait de la feuille de style. Ça, c'est du style qu'on vient rajouter à un tableau. Et quand on rajoute du style pour que ce soit de l'écriture, un tableau ou quelques balises que ce soit, vous devez ajouter cette information-là dans les propriétés d'un fichier CSS. Donc, si j'enregistre ici, je me rends compte que là, je vais avoir un tableau avec vraiment une bordure de 1. Donc, comme ceci, je vais venir supprimer tout ce qui se retrouve au-dessus, ou tout simplement le mettre en commentaire. Comme ça, on va vraiment juste voir le tableau sur lequel je travaille. Et je vais supprimer mon commentaire ici. Donc, si j'enregistre, on se rend compte que j'ai juste mon tableau, puisque tout le reste est en commentaire. Donc, comme ceci, si je me rajoute, je peux me rajouter également une deuxième ligne, cette fois-ci avec les cellules 3 et 4. Donc, cellule 3 et... Oups! Et cellule 4, comme ceci. Donc, à ce moment-là, je me rends compte que je viens de me créer un tableau de 4 cellules. Maintenant, pour pouvoir... on voit qu'ici, il y a comme un espace entre chacune des cellules. En fait, l'attribut qui nous permet de créer un espace entre chacune des cellules, c'est l'attribut cell spacing, en fait, qui par défaut vaut la valeur 1. Donc, cell spacing égale, par exemple, je viens mettre la valeur 10 ici. Encore une fois, le cell spacing, c'est une valeur qui modifie le style. Donc, il devrait se trouver dans un CSS à l'instant même qu'on va voir le CSS. Donc, si j'enregistre et je viens actualiser, on se rend compte que j'ai 10 pixels de différence entre chacune des cellules. Donc, c'est l'espacement entre chacune des cellules. Donc, si je le mettrais ici à 1, on se rend compte que c'est la valeur que j'avais par défaut. Si je viens la mettre à 0, ici comme ça, et que je viens actualiser, bien là, à ce moment-là, j'aurai plus d'espacement entre les cellules. Donc, c'est le cell spacing qui me permet de faire ça. Et j'ai également l'attribut cell padding. Oups, ça sera pas long, je vais enlever mes majuscules. Cell padding que je peux mettre par exemple à 10, et le cell padding, contrairement au cell spacing, c'est pour l'espacement dans la cellule. Donc tantôt j'avais d'espacement entre les cellules, là, dans la cellule même, j'ai 10 pixels d'espacement à la gauche, en haut, à droite et en bas pour pouvoir rajouter de l'espacement dans la cellule. Donc c'est avec le cell padding que je viens faire ça. Ça également devrait se retrouver dans un CSS à la minute même que vous allez les apprendre. Maintenant, je vais vous montrer aussi que la cellule TH qui peut s'ajouter dans un tableau. Donc, si je viens m'ajouter ici une autre ligne et que je viens rajouter des TH au lieu de des TD, le TH est comme un TD, mais au lieu d'être un table data cell, c'est vraiment un table heading cell en fait pour les en-têtes. Donc, si je me rajoute TH et que je viens de me rajouter un en-tête 1 et un en-tête 2, en-tête 2, on va se rendre compte dans ma cellule, ici, que je vais avoir l'entête 1 et 2 de présent en gras, en fait, en haut et centré. Là, ici, le centré, on le voit moins bien. Si je viens enlever mon cell padding, puis que je viens rajouter un white pour la largeur du tableau, puis que je viens y mettre un 100%, parce que je voudrais qu'il prenne tout l'espacement présent dans le navigateur web, on va se rendre compte que j'ai mes cellules qui, par défaut, sont alignées à gauche, et mes entêtes, les TH, qui sont centrés et en gras. Donc, c'est la façon de rajouter un TH. Je pourrais aussi rajouter de l'alignement sur mes cellules. Pour l'instant, je vous le montre, mais comme je vous dis, quand vous allez apprendre à travailler avec les feuilles de style CSS, vous allez le mettre dans des feuilles de style. Donc, si je viens ici mettre un espacement à gauche pour ma cellule 1 et par exemple à droite pour ma cellule 2, et que je viens enregistrer le tout, right, c'est HT plutôt. Pas TH, mais HT. Donc, si je viens enregistrer le tout et que je viens actualiser, on se rend compte que ici, j'ai à droite de présent et à gauche d'aligné pour ma cellule 2 et 4. Pardon, en fait, juste pour la cellule 2, là, la cellule 1, 3 et 4, la 3 et la 4 par défaut, c'est aligné à gauche. Comme ma cellule 1, je l'ai aligné à gauche, on est à gauche. Donc, j'ai vraiment juste un changement sur la cellule 2
qui est maintenant aligné à droite. Désolé pour la petite erreur. Donc si je poursuis, on va maintenant voir comment ajouter en fait un en-tête à notre tableau. Donc si on voudrait rajouter pas une en-tête, excusez, mais une légende à notre tableau, comme on faisait tantôt avec nos vidéos, nos images, plutôt nos images, je pourrais rajouter ici en fait la première ligne de mon tableau, la balise caption, dans laquelle je vais rajouter exemple mon tableau quelconque, là, mon tableau quelconque, comme ceci. Et si j'enregistre le tout et que je viens actualiser ici, on se rend compte que là, ici, j'ai vraiment là, le titre de mon tableau, en fait, qui vient d'apparaître, mon tableau quelconque, pour tout mon tableau complet. Là, je vais juste rapetisser ça, une petite affaire. Là. Donc, comme ceci, mon tableau quelconque. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des fusions de lignes ou de cellules. En fait, des fusions de cellules, que ce soit horizontales ou verticales. Donc, tout d'abord, pour pouvoir fusionner deux cellules horizontales, donc on fusionne les colonnes ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser l'attribut colspan. Donc, je viens ici supprimer là, mes deux attributs à ligne, juste pour ne pas vous mêler. Là. Donc, et je vais, par exemple, vouloir fusionner, je vais actualiser, fusionner ces deux cellules-là ici. Donc, à partir de la cellule 3, ici, ce que je vais faire, je vais venir ajouter un attribut colspan, comme ceci, dans lequel je vais venir mettre la valeur 2 pour pouvoir y indiquer que je veux fusionner deux cellules ensemble. Si j'enregistrais ça de même directement et que j'actualiserais, on se rend compte que ça nous donne un tableau un peu croche. Le pourquoi, c'est que là, je viens de fusionner deux colonnes ensemble. Puis là, lui, il pense qu'il y a aussi une troisième cellule qui doit être ajoutée dans la même ligne. Donc, de mon TR, j'aurai deux cellules fusionnées ensemble, plus ma cellule 4. C'est pour ça que si je viens fusionner mes deux colonnes ici ensemble, je vais venir supprimer ma cellule 4 de cette façon-ci. En actualisant, on va se rendre compte que là, j'ai vraiment mes deux cellules qui ont été fusionnées. Ici, j'ai un seul TD, tandis qu'ici, j'en ai deux, et ici, j'ai deux TH. Mais ça fonctionne puisque je dis qu'il prend l'espacement de deux colonnes. Donc, je suis en train de dire de prendre l'espacement. La cellule ici, dans mon TR, mon dernier TR va prendre l'espacement de deux colonnes, colspan 2. Maintenant, pour pouvoir faire une fusion de lignes, donc je vais venir me mettre dans l'état initial que j'étais, comme ceci. Une fusion de lignes, ça va être avec le row span que je vais faire ça. Donc, par exemple, si je voudrais fusionner, on va dire cellule 1 et cellule 3 ensemble. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir ajouter aussi ici au niveau de ma cellule 1, un row span pour lui dire que la cellule 1, elle va prendre deux emplacements en fait de cellules de ligne. Là, si je viens faire ça, puis j'actualise, encore une fois, j'ai quelque chose de croche. Pourquoi? C'est que là, je suis en train de dire ici, ma cellule va prendre deux espacements, mais ici, j'y rajoute quand même la cellule 3 qui est présente. Donc, la cellule 1 prend deux espacements, puis là, la cellule 3, elle sait plus trop où se mettre, fait qu'elle vient se mettre ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, ma cellule 3, je devrais venir la supprimer, comme ceci, puisque je l'ai fusionné. Ici, ce que j'étais en train de faire, c'était de fusionner la cellule 1 et la cellule 3 ensemble, pour dire qu'elle prenait deux espacements de ligne ensemble. Donc, si je sauvegarde, puis que je viens ici, là, on voit que ça va bien fonctionner. Là, j'ai vraiment mes deux cellules qui sont fusionnées ensemble. Donc, j'ai ma première ligne avec mes deux TH en tête 1, en tête 2. J'ai ma deuxième ligne avec, je dis ici, une première cellule qui prend deux cellules, deux lignes, comme ceci, et ma cellule 2. Et la dernière ligne, que je lui dis rien pour la première cellule, qui était la cellule 3 tantôt, puisqu'elle est déjà intégrée dans ma cellule 1, et je viens juste rajouter la cellule 4 ici. Donc ça, c'est la façon de pouvoir faire finalement une fusion de lignes ou une fusion de colonnes. Maintenant, ce qu'on va venir voir, on va venir voir les listes de définition, en fait, comment on fait une liste de définition. Ça va être avec les attributs DL, DL qui nous permet de créer une definition list, dans le fond. Donc, je vais venir ajouter ici un BR. On vient de compléter, en fait, pour les tableaux. Là. Donc, maintenant, on rentre dans une liste de définition. Donc, je vais même rajouter un second BR aussi, comme ceci. Puis, je vais venir rajouter une cellule DL pour Definition List. Et dans ma Definition List, on va voir que ça va donner une liste de définition. Je pourrais m'ajouter, par exemple, une DT pour Definition Term.
Donc, le terme à définir. Donc, je pourrais définir, exemple, HTML qu'on est en train de voir à l'instant même. Et je pourrais me rajouter une balise DD pour definition. Donc, qui me définirait vraiment ma balise HTML, qui est, mettons, un langage, pardon, pas la balise, mais le terme HTML, qui est, exemple, langage de balisage permettant la rédaction de pages web structurées. Donc, de pages web structurées, comme ceci. Donc, si je viens actualiser ici, on se rend compte que j'ai un terme HTML qui est défini avec sa définition ici. Et puis là, ma DL, donc c'est une liste de définitions, donc elle peut contenir plusieurs termes à définir. Donc, je pourrais également définir CSS, qui est la notion que vous allez voir à la 3e semaine, avec sa propre définition qui dirait langage de description utilisé pour la mise en forme des pages web, comme ceci. Permet de faire le style en fait des pages web. Donc si j'enregistre ça ici puis que je viens actualiser, on se rend compte que ma liste de définition possède deux termes avec une définition. Donc ceci, c'est la façon de créer une liste de définition. Juste avant de compléter, je vais juste vous informer que même si j'ai fait un gros tour, en fait un tour de vraiment à peu près tout ce qui se voit dans la 2e semaine, j'ai pas montré les citations courtes, les citations longues, qui est la balise en fait pour les citations courtes Q, les citations longues block quote avec des paragraphes, les exposants, les indices, les balises SUP puis SUB, puis les abréviations balises ABBR que vous pourrez retrouver dans les notes de cours. Donc, merci et bonne journée.